Philologue classique de formation, il est docteur en langue et lettres de l'UCL en 2010, avant d'être chargé de cours à l'Université de Namur depuis l'année académique 2015-2016. Aujourd'hui, il est titulaire de 3 cours de latin dispensés en faculté de philosophie et lettres. Mon invité aujourd'hui est Pierre Hassenmacher. Merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Alors voilà, on va tout de suite aborder l'enseignement du latin. Et cette première question, pensez-vous que le latin doit encore être enseigné aujourd'hui en 2018 ? Oui, il doit encore être enseigné à mon avis pour une raison simple, c'est que le latin ne sert à rien. Il est inutile. Et c'est pour ça qu'il est essentiel en fait. Notre société est actuellement marquée par un consumérisme de plus en plus important, de plus en plus passif aussi, par une immédiateté également, il faut tout obtenir tout de suite. Le latin n'offre pas un produit directement consommable et directement utile. Et en cela, il permet de prendre du recul et de faire quelque chose qui ne sert à rien immédiatement, ce qui en réalité est précieux dans la formation des jeunes esprits dans le secondaire et encore plus tard à l'université. Et est-ce qu'il y a justement des formations dans lesquelles il est plus utile d'apprendre le latin que dans d'autres ? Oui, ma première réponse était volontairement un peu provocatrice. Le latin, malgré tout, son utilité. Une utilité pour la formation dans tout ce qui touche aux lettres et à l'histoire. Donc, globalement, la plupart des études en philosophie et lettres. C'est pourquoi à Namur, nous proposons trois niveaux de cours de latin. Pourquoi ? Parce que le latin, c'est une langue morte, certes, nous ne la parlons plus, mais le latin, c'est un puissant outil d'apprentissage linguistique. Étudier le latin, c'est faire quotidiennement une gymnastique dans le maniement de la langue, dans l'analyse de la langue, et ça, c'est précieux pour les romanistes, bien sûr, c'est même l'essentiel de leur métier, c'est d'analyser la langue. Pas forcément le latin, mais une langue qui en est proche. C'est utile aussi pour les historiens, qui sont des gens de texte, qui décryptent les documents. C'est utile aussi pour les historiens de l'art et les archéologues, car les images ne vivent pas seules, il faut pouvoir les mettre en lien avec des textes, précisément. Et apprendre le latin, c'est apprendre à lire en profondeur et en détail des textes, et en prenant du temps. C'est utile finalement pour tous ceux qui utilisent la langue française au quotidien, donc c'est utile pour tout le monde finalement d'apprendre. Ça pourrait être utile pour tout le monde. Maintenant, je ne suis pas un partisan de l'enseignement du latin pour tous à forte dose ou pendant des années. C'est-à-dire que je pense qu'il est bien que chacun ait l'opportunité de découvrir en début de cursus secondaire, de découvrir ce qu'est le latin, puisque nous sommes tous à égalité face au latin, nous n'en avons jamais fait. Personne ne parle le latin en tant que natif. C'est intéressant, je pense, de proposer cela, mais très vite, le choix du latin, c'est un choix qui se pose dans les mêmes termes que le choix d'une option scientifique forte, le choix qui c'est d'une option sportive, le choix d'un métier manuel. Je ne pense pas qu'il soit bon d'imposer le latin à tout le monde pendant des années. Ça n'aurait pas de sens, à mon avis. Vous avez parlé de l'enseignement du latin en secondaire. Voilà, il y a une réforme de l'enseignement qui va potentiellement changer l'enseignement du latin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, c'est que le latin se retrouverait intégré dans un tronc commun. Je viens de vous dire à l'instant que je ne suis pas sûr qu'il faille imposer, entre guillemets, à tous du latin pendant des années. Je pense que le latin vaut la peine en tant qu'option, et en tant qu'option exigeante. Ce qui fait que je pense que le latin a toute sa place dans un cursus d'humanité, mais en tant qu'option, oui, pour des élèves qui auraient des affinités avec le domaine littéraire, historique, et qui peut-être se destineraient à des études en philo et lettres. Mais là, voilà, selon moi, la place que doit occuper le latin. Et je vous le dis, un cours exigeant. Mes craintes par rapport à cette réforme de l'enseignement et à d'autres qui ont précédé, et sans doute aussi à d'autres réformes qui suivront. Ma crainte, c'est que l'enseignement du latin soit extrêmement dilué et ne soit plus donc cet outil de formation intellectuelle et linguistique que je vous disais tout à l'heure. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai un enfant qui dans 10 ans sera en âge d'apprendre le latin. Je ne suis pas sûr que je l'encouragerais vivement à suivre les cours de latin tels qu'ils pourraient se donner dans 10 ans si l'on continue sur le chemin que cette réforme semble baliser. Le latin est une option, n'a de sens que s'il est exigeant, c'est-à-dire un vrai cours de latin, pas un saupoudrage de culture vaguement historique, romane. Ça n'a pas un réel intérêt de formation. Le latin doit être exigeant comme un cours de maths peut être exigeant. Et c'est à cette condition-là qu'il est un véritable outil pédagogique. Et du coup, selon vous, concrètement, comment doit être enseigné le latin en secondaire ?
comme le font, comme le feraient les professeurs de secondaire si on les laissait faire leur métier. Ce sont eux qui savent le mieux comment enseigner le latin, c'est-à-dire, soyons réalistes, nous ne sommes plus, Dieu merci, à une époque où on enseignait des heures et des heures de latin, où on nous apprenait à écrire en latin. Tout cela n'aurait pas de sens aujourd'hui, je pense. Mais comment enseigner le latin? Prendre le temps, à nouveau, donner le temps aux professeurs, aux enseignants, de lire vraiment du latin dans le texte, d'apprendre ce qu'il faut de latin pour pouvoir lire ces grands textes, justement, et les lire vraiment. C'est-à-dire apprendre du vocabulaire, apprendre de la grammaire, c'est le présupposé à la lecture des textes. Le problème aujourd'hui, c'est que on ne laisse plus faire aux enseignants ce travail de formation linguistique de base, ce qui fait qu'on en arrive à un saupoudrage. Oui. Et ça, c'est regrettable. Et c'est peut-être cela plus que toute autre chose qui tue, à mon sens, le latin. C'est de le transformer en une option, une vague option de connaissances historiques, de formation, d'apprentissage de quelques notions historiques sans grand intérêt. Et alors oui, je ferai partie de ceux, si le cours de latin, ça devient cela, je ferai partie de ceux qui dans 10 ans diront, oui, le cours de latin comme ça, c'est inutile. Et ça ne sert vraiment à rien. Et pourtant, vous voyez le paradoxe, je suis professeur de latin. Donc, cette réforme, effectivement, et la direction que prend l'enseignement du latin m'inquiète. Oui. Et ça changerait beaucoup de choses pour vous, après, pour l'enseigner à l'université ? Oui et non. Oui, bien sûr, parce que nous sommes tributaires, nous, enseignants à l'université, évidemment, du niveau qu'ont les étudiants qui s'inscrivent en première année. Donc oui, si le niveau en latin baisse encore davantage, ça aura des implications, bien sûr, sur le niveau de mon auditoire et sur ce que je pourrais accomplir avec eux. Mais ça ne changera pas radicalement mon métier dans la mesure où nous avons à l'Université de Namur 3 niveaux de latin. Et le premier, le niveau d'initiation, initiation à la langue latine, c'est précisément un cours qui s'adresse à ceux qui, inscrits en philosophie et lettres, n'ont jamais fait de latin en secondaire. Donc on repart à zéro, rosa rosae, comme disait Brel. On repart de là. Et on entend souvent dire que le latin, c'est une option élitiste. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Que le terme élitiste, les gens l'utilisent, me semble-t-il, en le confondant avec exigeant. Si l'on me dit que élitiste signifie de près ou de loin dans la bouche de ces gens qui répètent ce mot, on entend, c'est un refrain que l'on chante depuis des années, le latin est élitiste. Je pense que les gens utilisent ce terme sans y prêter vraiment attention et en le confondant avec exigeant, je vous le dis. Le latin n'est pas élitiste pour une bonne et simple raison, c'est que le latin, tout le monde a l'opportunité, en tout cas dans l'enseignement tel qu'il est aujourd'hui, au secondaire, tout le monde a l'opportunité d'essayer le latin. Et puis après, je vous le disais, c'est une question d'option. Le latin serait élitiste si, d'entrée de jeu, d'emblée, il était réservé à une élite, à une portion particulière, à une part particulière de la société que l'on destinerait à être l'élite de demain. Ce n'est pas la situation. Le latin n'est pas élitiste. Si par contre vous me dites le latin est-ce exigeant, je vous répondrai oui, et j'espère que les cours de latin resteront exigeants. On peut faire l'analogie avec le domaine du sport. Est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée, il y a quelques années, de dire à Justine Henin, bon écoutez, vous êtes déjà assez formé en tennis, arrêtez de vous entraîner, vous avez déjà un niveau suffisant, mais il faudrait que tout le monde soit capable de taper dans la balle et d'arriver au même niveau que vous. Voilà la situation dans l'enseignement secondaire aujourd'hui. On veut que tout le monde soit capable de réussir le cours de latin ou le cours de maths. Et ma réponse, c'est cela n'a pas de sens. De la même manière que tout le monde ne doit pas devenir champion de tennis, tout le monde ne doit pas forcément avoir des affinités avec le domaine des lettres et avec le domaine du latin en particulier. Et parlons un peu maintenant de votre thématique de recherche. Donc vous êtes intéressé à l'histoire romaine, notamment au passage de la République à l'Empire. Parlez-nous de ce que vous avez étudié exactement et en quoi, pour vous, ces langues anciennes étaient nécessaires pour votre thématique de recherche. Et vous l'avez rappelé, moi je suis effectivement licencié en philologie classique, donc je suis à la base un philologue, et j'ai développé mes recherches je leur ai donné une orientation historique, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur effectivement la transition entre la République romaine et l'Empire, donc on se situe au 1er siècle avant notre ère. C'est l'époque des grands noms de l'histoire romaine, Marius et Sylla, Jules César, Pompée, Octavien Auguste.
Et ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier plus en détail les facteurs, je veux dire, idéologiques et religieux de cette progressive transformation politique où l'on passe d'un régime républicain à une monarchie, et même une monarchie militaire. Tout cela, cette transformation s'est appuyée sur une évolution progressive des mentalités et aussi sur la capacité de certains grands personnages à utiliser, à parler justement aux gens en utilisant et en partie en façonnant cette évolution des mentalités. Je me suis intéressé dans un premier temps à l'auto-représentation, si l'on veut dire comme ça, d'Octavien Auguste, le premier empereur romain, à la façon dont il se présentait aux Romains, comment il a réussi à leur faire accepter un pouvoir personnel fort. Les Romains étaient farouchement opposés depuis des siècles à la monarchie. Or, il impose ce qui est dans les faits une forme de régime monarchique. Et je me suis rendu compte assez tôt dans le cadre de mes recherches que pour comprendre justement les thèmes mis en œuvre par le premier empereur, je devais pour ainsi dire reconstituer la généalogie de ces thèmes et remonter 2 générations plus haut, à l'époque de la première guerre civile qui a ébranlé la République romaine. Nous sommes au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Marius et Sylla. Et j'ai consacré donc ma thèse de doctorat proprement dite à l'idéologie impératoriale, c'est-à-dire à l'idéologie développée par des imperatores, premier mot latin, par des commandants en chef, par des généraux, pour légitimer leur pouvoir dans un contexte institutionnel flou, pour le moins, puisque c'était un contexte de guerre civile. Et ils se présentaient, ces généraux, Marius, Sylla et d'autres à leur suite, se sont présentés comme les favoris de certaines divinités. On véhiculait, pour ainsi dire, ces thèmes de propagande, si on veut les appeler comme ça, par différents moyens, dont les pièces de monnaie, plus précisément les images qui ornent ces pièces, mais aussi les textes littéraires. Et parmi certaines œuvres majeures de la littérature latine, les œuvres de Virgile, d'Horace, nous sommes précisément à l'époque du premier empereur, à l'époque d'Auguste, et ce sont des œuvres où nous voyons ces auteurs, Horace, Virgile et d'autres, réfléchir par rapport à ce pouvoir personnel qui émerge, le soutenir en partie, mais aussi lui tendre un miroir éventuellement critique. Et voilà à quoi je me suis intéressé, donc à ce dialogue entre différentes sources documentaires, textes littéraires, images monétaires, inscriptions aussi. Et j'ai tenté de faire dialoguer ces différents types de sources pour reconstituer, si vous voulez, un arrière-fond idéologique, parfois religieux, qui est, pour ainsi dire, l'arrière-fond de cette montée du pouvoir personnel. Vous avez pris un extrait d'un texte en latin, vous pouvez nous le lire Oui, sur ce certainement, plateau. Il s'agit d'un extrait de Tacite, un auteur qui, lui, vit sous l'Empire, donc début 2e siècle de notre ère. Lui, il est déjà bien... À l'époque où il écrit, l'Empire est déjà bien installé. Et voilà ce qu'il nous raconte sur la prise de pouvoir, justement, sur plus exactement la progressive émergence du pouvoir personnel du premier empereur. En latin, c'est une longue phrase. Tout ce que je vais vous lire, c'est une seule phrase. Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, ex utoque lepido, interfecto Antonio, ne Iulianis quidem partibus, nisi Caesar, dux reliquus, posito triumvir in nomine, consulem seferens, et attuendam plebem tribunicio iure contentum, ubi militem donis populum annona cunctos dulced ignoti pellexit, insurgere paulatim, munia senatus magistratum legum insetrare nullo adversante, cum ferocissimi paracies aut proscriptione cecidissent, ceter nobilium, quanto qui servitio promptior, opibus et honoribus extolerentur, ac novis ex rebus aucti, tuta et praesentia, quam vetera et periculosa, mallent. C'est une seule phrase. C'est une phrase longue qui signifie ceci. Je vous en propose une traduction personnelle qui sera loin d'être parfaite. Évidemment, c'est pratiquement intradivisible et il est difficile de rendre en français toutes les subtilités de ce texte. Voilà ce que ça dit. Après que Brutus et Cassius, les assassins de Jules César, après que Brutus et Cassius furent abattus et qu'il n'y eut plus d'armée d'État, après que Pompée fut écrasé au large de la Sicile et que l'éviction de Lépide et la mort violente d'Antoine ne laissèrent pas même dans le parti des Césariens d'autres chefs que le jeune César, il déposa le titre de triumvir, il se présenta comme consul et dit se contenter du pouvoir des tribuns pour protéger la plèbe. Lorsqu'il eut séduit
le soldat par ses cadeaux, le peuple par les distributions de blé, tout le monde par la douceur de la tranquillité, il s'éleva peu à peu, in surgere paulatim. Il attira à lui les prérogatives du Sénat, des magistrats, des lois. Personne ne s'y opposait, puisque les plus farouches étaient tombés dans les batailles ou lors de la proscription, et que le reste de la noblesse s'élevait en richesse et en honneur, et on montait d'autant plus qu'on n'était plus disposé à l'esclavage. Et comme le nouveau régime avait accru leur position, ils préféraient la sûreté du présent au danger du passé. En une phrase, plusieurs phrases dans ma traduction malheureusement, en une phrase, Tacite décrit la mécanique de l'instauration d'un pouvoir personnel totalitaire. Et il la décrit de deux côtés. D'une part, la stratégie mise en œuvre par celui qui prend le pouvoir peu à peu, et d'autre part, ce qui rend possible cette montée au pouvoir, à savoir la passivité, notre passivité, la passivité de tous les autres. Nullo adversante. Personne ne s'y opposait. Pourquoi ? Parce qu'ils recevaient, ils s'enrichissaient, parce qu'ils recevaient des honneurs, et que plus ils étaient prompts à l'esclavage, disposés à servir le nouveau prince, plus ils s'enrichissaient, plus ils gagnaient en honneur. Il me semble que le parallèle avec certaines situations politiques ou bien même économiques à l'échelle mondiale peut se faire assez facilement. Et vous avez avec Tacite un homme qui vit sous l'Empire, au IIe siècle, qui a fait une carrière sénatoriale brillante, c'est-à-dire qui vit dans ce système-là, mais le fait d'y vivre et d'être un des personnages de premier plan de ce système ne l'empêche pas de jeter un regard extrêmement lucide sur la façon dont ce système, dont ce régime s'est mis en place. Et la seule façon dont il parvient à exprimer cette analyse lucide, c'est la littérature. C'est un genre historiographique, le genre des annales, c'est le genre de l'histoire. Et lire ce texte en traduction, c'est déjà pas mal. Mais le lire et le décortiquer, je pourrais faire une heure de cours sur ce texte, au moins. Le lire et le décortiquer dans la façon dont la structure des phrases rend précisément l'émergence de ce pouvoir-là, traduit cela en... si vous voulez, la syntaxe suit la pensée de l'auteur, reflète la pensée de l'auteur et reflète donc toutes les complexités de l'analyse. Et lire ça dans le texte, avec des soit en secondaire, soit avec des étudiants à l'université, c'est en fait offrir une leçon de lucidité politique. Et je pense que notre monde, aujourd'hui, a besoin plus que jamais d'une leçon de lucidité politique. Ce texte de Tacite que je viens de vous lire, je ne vois qu'un seul auteur que l'on pourrait mettre à côté sur le même pied, c'est Machiavel, à la Renaissance. On est à ce niveau-là. Et lire ça en traduction, vous ne restez qu'à la surface des choses. Parce que tout est dans la langue. La langue est le moteur et le moyen de notre pensée. Bien, merci beaucoup, Pierre Hasselmacher, d'avoir répondu présent aujourd'hui sur ce plateau de Regards croisés.